Dans le cadre donc de cette série de cours de mécanique, on a atteint le 11e cours de mécanique dans lequel on va traiter le cours concernant les satellites et planètes. Parler un petit peu sur ce qu'on appelle une trajectoire elliptique. Alors l'ellipse, voilà une ellipse, il est caractérisé par deux foyers, F et F', qui sont les foyers de l'ellipse. Il est caractérisé par son grand axe, c'est la distance A jusqu'à A', c'est le grand axe de l'ellipse. Par le petit axe qui est la distance de B à B', et par une équation appelée équation de l'ellipse qui dit que la distance FP plus la distance PF' est une constante et égale à la distance AA', quelle que soit la position de P dans cette trajectoire. Toujours FP plus F' il a la même valeur et il est égal au grand axe. Deuxièmement, on va parler de ce qu'on appelle les lois de Kepler. Alors, Monsieur Kepler, il avait énoncé trois lois. Alors, je commence par la première loi de Kepler, appelée loi des orbites. Il est appelé ainsi parce qu'il parle sur la nature des orbites. Voilà. Il dit que n'importe quelle planète, dans son mouvement autour du Soleil, il est dans une trajectoire elliptique et le Soleil, il occupe l'un des foyers de cette ellipse. Donc la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont l'un des foyers est le centre du Soleil. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la loi des airs. Elle postule que le segment SP, lorsque la planète tourne, il va balayer une surface. Alors les surfaces balayées pendant des intervalles de temps égaux sont égales. Alors deux surfaces, la surface A, cette surface en bleu, cette surface en rouge, les deux surfaces sont égales. Ils ont été balayés pendant le même intervalle de temps ΔT par le segment SP. Mais vous pouvez remarquer que au cours de ΔT, la planète a passé de P3 à P4. Au cours du même intervalle, la planète a passé de P1 à P2. La distance parcourue de P1 à P2 est plus grande que celle parcourue de P3 à P4. Ce sont deux distances parcourues par la planète pendant le même intervalle de temps. Donc ce qui laisse postuler que la vitesse n'est pas constante et il est grande lorsqu'on est près du Soleil et il est petite lorsqu'on s'éloigne du Soleil. En conséquence de cette loi, le mouvement de la planète n'est pas uniforme. La vitesse n'est pas constante. Donc il augmente en s'approchant du Soleil et il diminue en s'éloignant. C'est pour ça que cette distance P1, P2 parcourue au cours de ΔT est plus grande que la distance P3, P4 parcourue pendant le même intervalle de temps ΔT. Alors que les surfaces, la surface en bleu et la surface en rouge sont égales. La troisième loi de Kepler, c'est ce qu'on appelle la loi des périodes. Il concerne la période de révolution, c'est-à-dire la durée nécessaire à la planète pour effectuer un tour complet. Alors cette durée, pour Kepler, le carré de cette durée est proportionnel au demi-grand axe de l'ellipse. Donc le carré, il est proportionnel au demi-grand axe de l'ellipse qu'on appelle petit a, le demi-grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire la distance AA' divisée par 2. On va voir dans le cas d'une orbite circulaire. Alors le cercle déjà, vous pouvez remarquer que le cercle n'est rien d'autre qu'un cas particulier de l'ellipse, où les foyers F et F' sont confondus au centre, et où le grand axe et le petit axe de l'ellipse sont égaux. C'est ce qu'on appelle le diamètre pour un cercle, et la moitié du grand axe, c'est ce qu'on appelle le rayon du cercle. Alors, si on voit cette deuxième loi de Kepler, lorsque la trajectoire est un cercle, alors cette surface, elle est égale à cette surface, puisque cette distance c'est R, cette distance-là c'est R, cette distance-là c'est le rayon du cercle, cette distance-là le rayon du cercle. Donc si les surfaces sont égales, alors donc cela veut dire que cette distance-là est identique à cette distance-là. C'est-à-dire ces deux distances qui sont parcourues au même intervalle de temps sont égales. Cela veut dire que la vitesse sera une vitesse constante et le mouvement sera un mouvement uniforme. Lorsque la trajectoire est un cercle, le mouvement sera un mouvement uniforme. Donc,
toujours, puisque la deuxième loi postule que les surfaces doivent être égales. Si ces deux surfaces doivent être égales, puisqu'on a le rayon, toujours il est le même ici, puisque c'est un cercle, alors la distance parcourue au cours de delta t, c'est la même distance, et si la distance est la même, cela veut dire que le mouvement il est uniforme. Alors si, d'après la loi des airs, si la trajectoire est un cercle, alors la vitesse ne peut être que constante, et donc le mouvement sera un mouvement circulaire uniforme. Alors on va voir le mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc là, j'ai un schéma où j'ai le Soleil et j'ai une planète appelée P en mouvement circulaire autour du Soleil. Donc la trajectoire, je suppose, dès le départ, la trajectoire est un cercle. Donc on ne va traiter que le cas des trajectoires circulaires. Alors on va répondre aux questions suivantes. Alors la première question, il va concerner l'expression de la force exercée par le Soleil sur la planète, ce qu'on appelle une force de gravitation universelle, en fonction du masse Soleil, masse planète, R, qui est la distance entre le centre du Soleil et le centre de la planète, c'est le rayon de ce cercle, et la constante G appelée constante de gravitation universelle. La deuxième question, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour montrer trois choses. D'abord, on va montrer que le mouvement de la planète est un mouvement circulaire uniforme. Deuxièmement, on va trouver l'expression de la vitesse de cette planète lors de son mouvement autour du Soleil. Et troisièmement, on va montrer que la période, c'est-à-dire la durée nécessaire à cette planète pour effectuer un tour, s'écrit de cette manière. Et donc, par conséquent, vérifier la troisième loi de Kepler. Donc, on passe à la solution. Alors, la force de gravitation, par définition, c'est la constante G, masse Soleil, masse P sur la distance entre le centre du Soleil et le centre de la planète, qu'on a appelé R, au carré. Donc c'est ça la définition de la force de gravitation universelle. Donc c'est G, la constante de gravitation universelle, c'est une constante, les produits des deux masses divisés par le carré de la distance séparant le centre du Soleil au centre de la planète. C'est la définition de la force d'attraction universelle. C'est une force d'attraction, c'est une force, voilà, là je représente cette force, une force d'attraction. Le Soleil, il attire la planète, ce qui laisse cette planète dans son orbite circulaire autour du Soleil. Là, en appliquant donc la deuxième loi de Newton, donc sigma des forces égale à ma, la seule force que je vais considérer, c'est cette force-là. Donc on néglige les autres forces exercées sur cette planète par les autres planètes. On projette sur l'axe tangentiel. L'axe tangentiel, c'est cet axe-là. Alors vous voyez là que cette force-là, elle est perpendiculaire à cet axe puisqu'elle appartient à l'axe normal. Donc là, j'ai un angle droit, cette force-là est perpendiculaire, donc la projection sera nulle. Donc le produit MAT est nul, donc c'est l'accélération qui est nulle, puisque la masse, là, cette masse-là, c'est la masse de quoi? Évidemment, c'est la masse de la planète. C'est le système étudié. Alors l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc si la dérivée de la vitesse est nulle, cela veut dire que la vitesse est constante, et donc le mouvement sera un mouvement uniforme. Donc en appliquant la deuxième loi et en faisant la projection sur l'axe tangentiel, on peut montrer que le mouvement de cette planète autour du Soleil est un mouvement uniforme. Le mouvement il est déjà circulaire, on a considéré dès le départ que le mouvement est circulaire. Voilà, mouvement de la planète autour du Soleil est un mouvement circulaire uniforme. On va passer à voir la projection, on va faire une projection sur l'axe normal. Alors, d'après la deuxième loi, la projection de cette force sur l'axe normal, c'est elle-même, c'est F égale à MP à N. Donc je remplace cette expression par GMS sur R carré égale à MP à N. Là, je simplifie par MP. Alors je trouve que l'accélération normale, il reste GMS sur R carré. Dans le repère de Freinet, l'accélération normale, c'est V carré sur R. Donc, ce V carré sur R, c'est ce GMS sur R carré. Vous simplifiez par R, vous trouvez donc l'expression de V carré, c'est G, masse Soleil sur R. Et donc, l'expression de V, c'est la racine de GMS sur R. Là, c'est la vitesse de rotation de la planète autour du Soleil. Alors, au cours d'une période T,
C'est quoi la période? Je rappelle que la période, c'est la durée nécessaire à cette planète pour effectuer un tour. Lors de cette durée, cette planète aura parcouru une distance qui est égale au périmètre du cercle. Ce périmètre-là, c'est quoi? C'est rien que le 2πr, le 2π fois le rayon. Donc, je vais écrire, la vitesse étant une constante, donc je vais écrire la vitesse de révolution, c'est la distance parcourue par la planète sur le temps de parcours t qui est la période. Cette distance, c'est 2πr sur t, et cette vitesse, on sait que cette vitesse, d'après l'expression précédente, c'est racine de gms sur r. Donc, je peux déterminer t à partir de cette relation. À partir de cette relation, vous pouvez trouver cette expression de t, donc c'est quoi? C'est 2πr divisé par racine de g, ce qui va donner cette relation-là. Et en élevant au carré, vous allez trouver que t carré sur r au cube, c'est 4π carré sur gms. C'est la troisième loi de Kepler qui postule que le carré de la période est proportionnel au cube du demi-grand axe. Alors là, on va traiter par la même méthode, de la même manière, le mouvement circulaire d'un satellite autour de la Terre. Là, j'aurai donc la Terre et un satellite qui est en mouvement circulaire autour de la Terre. Donc toujours le mouvement, il est circulaire. On va répondre aux mêmes questions précédentes. La seule différence là, on va prendre la distance petit r qui sépare le centre de la Terre au centre du satellite. Et va être cette distance-là n'est rien d'autre que le rayon de la Terre plus l'altitude h qui sépare la surface de la Terre à ce satellite. Et donc, le petit r sera donc rayon de la Terre plus h. On va remplacer le petit r par rt plus h. Donc on va aussi exprimer la force de gravitation, la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite. On va appliquer de la deuxième loi pour montrer que le mouvement est uniforme et pour trouver l'expression de la vitesse et pour trouver l'expression de la période. Toujours, la deuxième loi vous permettra de montrer que le mouvement est uniforme et que de déterminer l'expression de la vitesse et de déterminer l'expression de la période de révolution. Donc, de la même manière, voilà. Alors la force de gravitation, toujours, c'est G, masse de la Terre, masse satellite sur R carré, avec R, rayon de la Terre plus H. En appliquant la deuxième loi, la seule force, c'est la force exercée par la Terre sur le satellite. En projetant sur l'axe tangentiel, cette force-là, il est perpendiculaire à l'axe tangentiel puisqu'il appartient à l'axe normal. Donc la dérivée de V sera nulle puisque l'axe tangentiel, c'est la dérivée de V. Une fois la dérivée de V nulle veut dire vitesse constante. Si la vitesse constante, donc le mouvement, c'est un mouvement uniforme. Donc un satellite en mouvement circulaire aura un mouvement uniforme autour de la Terre. De la même manière, on va projeter sur l'axe normal pour trouver l'expression de la vitesse et l'expression de la période. Alors en projetant sur l'axe normal, la projection de F c'est elle-même. Voilà, on remplace la force par G, masse de la Terre, masse satellite sur RT plus H au carré. On simplifie par masse satellite. On trouve donc d'abord l'expression de AN. Donc je vais remplacer le AN par son expression. Alors le AN dans le repère de Fresnel, c'est V carré sur R. Toujours le R, c'est RT plus H. Vous allez remplacer cette expression AN V carré là. Donc on va trouver donc que le V carré sur RT égale à GMT plus RT au carré. Vous allez simplifier par RT plus H, là et là. Ça vous reste V carré égale à GMT sur RT plus H. Voilà. Et donc, par conséquent, trouver l'expression de la vitesse avec laquelle ce satellite tourne autour de la Terre en mouvement circulaire uniforme. De la même manière, au cours d'une période, je rappelle que la période, c'est la durée nécessaire au satellite pour effectuer un tour. Donc la distance parcourue par le satellite, c'est le 2π fois le rayon, qui est rayon de la Terre plus h. La vitesse étant constante, j'ai le droit d'écrire v égale d sur t. Je remplace le d par 2π rt plus h divisé par t. Donc vous pouvez déterminer, d'après cette expression-là, vous pouvez déterminer donc quoi? La période t. Et donc, trouver la troisième de Kepler, LV au carré. Donc le t carré sur rt plus h au cube égale à 4π carré gmt. C'est la troisième loi de Kepler. Voilà. Donc vous voyez que l'étude du mouvement d'une planète autour du Soleil ou le mouvement d'un satellite autour de la Terre, c'est exactement la même chose.
Satellisation. Donc satellisation ou satelliser, c'est mettre un satellite sur orbite à une distance h de la surface de la Terre et lui communiquer une vitesse qui lui permet de rester sur orbite en mouvement circulaire uniforme. Donc l'altitude h à laquelle le satellite doit être est fonction du rôle que doit accomplir ce satellite. Donc comment choisit-on l'altitude h d'un satellite? C'est en fonction du rôle que doit accomplir ce satellite. Une fois on connaît le rôle, on peut donc déterminer, connaître l'altitude h à laquelle il doit être. Si je dis l'altitude, c'est la distance qui sépare le satellite à la surface de la Terre. Et une fois on connaît l'altitude h, on pourra connaître quelle est la valeur de la vitesse qu'on doit communiquer à ce satellite. Alors le rôle, c'est lui qui va préciser la valeur de t, et la valeur de t, c'est elle qui va préciser l'altitude h à laquelle le satellite doit être posé, et l'altitude h, c'est elle qui va préciser la vitesse. Alors comment? Il suffit de voir les relations. Donc si vous connaissez la période t, vous avez une relation entre t et h. Tous les autres termes sont des constants. Donc si vous choisissez une période t pour le satellite, c'est-à-dire vous devez choisir une valeur de h qui va être calculée par cette relation. Alors cette relation, il vient de celle-là. Vous pouvez s'amuser à trouver ce h à partir de cette relation-là. Donc si vous avez t carré, donc vous pouvez déterminer h à partir de cette relation-là. Donc une fois la masse de la Terre et Rennes sont des constantes, une fois je détermine la période, j'ai la période qui dépend du rôle, une fois on fixe le rôle que doit accomplir le satellite, donc on a cette période t. Une fois on connaît t, je détermine le h. Une fois j'ai h, d'après cette relation, une fois j'ai la valeur de h, je peux déterminer la vitesse qu'on doit lui communiquer. On va voir que veut dire un satellite géostationnaire. Donc un satellite est dit géostationnaire s'il apparaît immobile pour un observateur sur Terre. Voilà. Là, vous avez de la Terre qui tourne autour d'elle-même, autour de son axe, la rotation propre de la Terre. Là, vous avez un satellite géostationnaire. Lorsque la Terre tourne, lui aussi, il tourne dans son orbite. À chaque instant, il garde le cap toujours vers la même région de la surface de la Terre. Donc la Terre tourne autour d'elle-même, lui, il va bouger de manière à ce qu'il va toujours garder le cap sur la même région. Ce satellite-là, il est, par exemple, vous voyez là, il a le cap vers l'Afrique et l'Afrique du Nord, par exemple. Voilà, là aussi vous avez un satellite géostationnaire, donc il envoie ses émissions vers une région fixe. Donc lorsque la Terre tourne, il doit aussi tourner. Pour toujours, il garde toujours ses émissions envoyées vers la même région de la Terre. Alors, quelles sont les conditions que doit satisfaire un satellite pour qu'il soit géostationnaire? Ils sont trois. D'abord, il doit tourner dans le même sens de rotation de la Terre. Voilà le sens de rotation propre de la Terre. Il doit tourner dans le même sens. Deuxièmement, il doit tourner dans le plan de l'équateur. C'est très important. Donc, ne dites pas qu'un satellite tourne comme ça. S'il tourne comme ça ne sera pas géostationnaire. Il doit tourner dans le plan de l'équateur, le plan équatorial, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre. Sa période de révolution, il doit être égal à la période de la Terre dans son mouvement propre, c'est-à-dire la Terre, il effectue un tour en 24 heures, lui aussi, il doit effectuer un tour dans son orbite en 24 heures. Donc, tout satellite, pour qu'il soit géostationnaire, il doit avoir cette période-là. Il doit effectuer en 24 heures, il doit effectuer un tour en 24 heures. Il doit tourner dans le plan de l'équateur. Et il doit tourner dans le même sens. Dans ces trois conditions, les trois, ils doivent être vérifiés pour qu'il soit géostationnaire. Tous les trois, ils doivent être vérifiés pour qu'il soit un satellite géostationnaire. Alors là, une fois on connaît cette période, donc je peux déterminer l'altitude h à laquelle il doit être. Donc tous les satellites géostationnaires qui existent, ils se trouvent à la même altitude h, parce qu'ils ont tous la même période de 24 heures. Donc je peux déterminer l'altitude à partir de cette relation. Donc on trouve pratiquement 36 000 km. C'est l'altitude à laquelle il doit être, c'est la distance entre le satellite et la surface de la Terre. Alors, tous les satellites, là j'ai un schéma où vous avez plusieurs satellites qui sont dans le plan de l'équateur et qui sont des satellites géostationnaires et qui se trouvent tous à la même distance de la surface. Chacun, il met le cap vers une région de la Terre pour envoyer ses émissions vers ces régions.
Et voilà, merci.